Le grand salon du château de Valois baignait dans une lumière dorée, filtrée par les vitraux centenaires qui racontaient en silence les gloires passées de sa lignée. L'air était lourd du parfum entêtant des lys blancs et du murmure feutré de l'élite française, venue assister à l'union la plus attendue de la décennie. Au pied de l'autel, le prince Antoine se tenait droit, son visage d'une beauté sculpturale figé dans un masque d'impassibilité. Pour le monde, il était le prince silencieux, une figure tragique que l'on plaignait et sous-estimait, enfermé dans un mutisme que l'on disait incurable depuis un drame d'enfance. Le poids de son nom, de son histoire, reposait sur ses épaules, un fardeau qu'il portait dans un silence qui était à la fois sa prison et son arme la plus redoutable. La musique de l'orgue s'éleva, majestueuse et presque funèbre, emplissant l'espace caverneux et annonçant l'arrivée de celle qui détenait la clé du salut de sa famille et de sa propre damnation. Juliette apparut au bout de l'allée, une vision spectrale en soie et dentelle, son visage dissimulé derrière un voile délicat qui flottait autour d'elle comme une brume matinale. La foule retint son souffle devant sa beauté, l'héritière parfaite pour le prince maudit. Mais Antoine, lui, voyait au-delà de cette façade immaculée. Il observait sa démarche lente et mesurée, une performance de grâce virginale destinée à un public crédule. Alors qu'elle passait près des premiers rangs, elle se pencha légèrement vers sa demoiselle d'honneur, ses lèvres peintes d'un rouge profond, bougeant à peine. Un murmure, teinté d'une cruelle désinvolture, perça la mélodie sacrée, un secret partagé au vu et au su de tous. Ce soir, il aura son titre, et moi, mon amant. Un héritier ne tardera pas, mais il ne sera jamais de son sang. Les mots, destinés à se perdre, trouvèrent leur cible dans l'ouïe parfaite d'Antoine, chaque syllabe une goutte de venin qui durcissait sa résolution. Le voile, ce symbole de pureté, devenait l'écran de sa trahison. Le regard d'Antoine restait fixé sur elle, ses yeux d'un bleu polaire aussi froid que la pierre des murs ancestraux. Il avait passé des mois à collectionner ses chuchotements, ses cruautés désinvoltes prononcées en sa présence, comme s'il n'était qu'un meuble précieux mais inanimé. Il avait enregistré chaque plan, chaque rire moqueur, chaque détail sordide de sa duplicité. Aujourd'hui devait être le point culminant de sa vengeance, l'instant précis où il ferait voler en éclats son univers avec un seul mot, le premier qu'il prononcerait en 15 ans. Pourtant, alors qu'elle se rapprochait, une lueur étrange dans sa posture, une tension presque imperceptible dans ses épaules, sous la soie impeccable, le fit hésiter. C'était une imperfection fugace, une fissure dans la statue de marbre, l'indice d'une cage dont il n'avait pas encore mesuré toute la profondeur et la complexité. Il se souvint du contrat, de l'encre froide sur le papier épais, qui avait scellé le destin de leur dynastie. Le père de Juliette avait négocié avec la brutalité d'un conquérant, échangeant la main de sa fille contre un titre qui légitimerait sa fortune nouvelle. Juliette, elle, avait assisté à ces réunions en silence, son expression aussi indéchiffrable que la sienne. Il avait pris son acquiescement pour de la complicité, sa froideur pour une ambition dévorante. À présent, en la regardant s'avancer vers l'autel, pion sacrifié dans un jeu qui la dépassait, il sentit une vague troublante d'empathie le submerger. Était-elle vraiment le monstre qu'il s'était préparé à détruire, ou était-elle, comme lui, un autre oiseau doré dans une cage bâtie par leurs ancêtres? Si cette histoire a déjà touché votre cœur, si vous sentez la tension monter entre ces deux âmes prisonnières, abonnez-vous pour ne rien manquer de leur destin et laissez-nous un commentaire pour partager vos émotions. Elle se tenait maintenant devant lui. Le prêtre entama les rites, sa voix une psalmodie monotone qui semblait venir d'un autre âge, d'un autre monde. Le parfum de Juliette, un mélange sophistiqué de jasmin et d'une note plus vive, presque métallique, parvint jusqu'à lui, troublant ses sens. Il pouvait voir le léger tremblement de sa main gantée alors qu'elle se préparait à la poser dans la sienne. L'assemblée retenait son souffle, témoin de cette union de la puissance et de l'histoire. Pour eux, c'était un conte de fées qui prenait vie. Pour Antoine, c'était un champ de bataille. Il était censé être la victime, le prince muet exploité pour son nom. Mais le pouvoir, le véritable pouvoir, était entre ses mains. Le micro dissimulé dans le revers de son veston, les enregistrements prêts à être diffusés, le mot unique qu'il gardait sur sa langue comme une arme chargée. Il avait le pouvoir de l'anéantir, de laver son honneur et de mettre fin à cette mascarade pour toujours.
La voix du célébrant posa enfin la question qui flottait dans l'air comme une lame de guillotine. « Juliette de la Roche, consentez-vous à prendre pour époux le prince Antoine de Valois ici présent ?» Tous les regards convergèrent vers elle. Un silence profond et assourdissant s'abattit sur la nef, seulement troublé par les battements frénétiques de deux cœurs pris au piège. C'était l'instant décisif. Son « oui » scellerait son destin et déclencherait sa vengeance. Sa décision, bien que contrainte par des mois de pression familiale et d'obligations contractuelles, était le dernier rouage du mécanisme qu'il avait si méticuleusement assemblé. Il l'observait à travers la mousseline translucide de son voile, attendant le mensonge qui le libérerait enfin. Et dans ce moment suspendu, le récit tout entier se fractura, prêt à replonger des mois en arrière, pour comprendre comment ils en étaient arrivés au pied de cet autel doré et perfide. 6 mois avant ce jour fatal à l'autel, Juliette de la Roche n'était pas une fiancée tremblante, mais une reine de glace régnant sur un empire de verre et d'acier. Son royaume était le dernier étage d'un gratte-ciel parisien, un bureau où l'odeur du cuir et de l'ambition remplaçait celle des fleurs. Elle y déplaçait des fortunes d'un simple geste sur une tablette, sa logique implacable et son esprit affûté comme une lame. Le monde la voyait comme l'héritière parfaite, une femme forgée dans le même moule impitoyable que son père, son cœur aussi inaccessible que le panorama vertigineux visible depuis sa fenêtre. Elle portait des tailleurs stricts comme une armure. Son chignon serrait maintenant en place non seulement ses cheveux, mais aussi chaque émotion rebelle. Dans ce silence de puissance, elle était maîtresse de son destin, ou du moins, elle s'en était convaincue, ignorant la fragilité du piédestal sur lequel son père l'avait placé. La chute fut brutale, non pas financière, mais existentielle. Elle eut lieu un soir d'automne, dans la bibliothèque paternelle lambrissée de chênes sombres. Son père, un homme dont la volonté pouvait courber l'acier, posa devant elle un contrat de mariage, comme on pose une sentence de mort. Le nom du prince Antoine de Valois y était calligraphié avec une élégance surannée, un titre ancien en échange de leur fortune moderne. Juliette refusa, sa voix, d'habitude si assurée, se brisant sur les murs de l'indifférence paternelle. Il lui expliqua froidement que ce n'était pas une proposition, mais une transaction nécessaire pour laver leur nom de l'étiquette de nouveau riche et l'ancrer dans l'histoire. Il la menaça de tout lui retirer, sa position, son héritage, son identité même. La porte de la bibliothèque se referma sur elle, la laissant seule avec le document, l'encre scellant les barreaux invisibles de sa nouvelle cage dorée. C'est dans cette défaite qu'est née la Juliette que le monde connaîtrait. Face à son reflet dans la vitre sombre de la bibliothèque, elle vit une captive. Si elle ne pouvait briser ses chaînes, elle les porterait comme des parures et apprendrait à danser avec. La colère se mua en un cynisme froid et calculé. Puisqu'on la forçait à jouer un rôle, elle en écrirait elle-même les dialogues les plus cruels. Le plan germa dans son esprit, tordu et désespéré. Elle donnerait un héritier à la lignée Valois, mais cet enfant serait le fruit d'une passion secrète, un acte de rébellion ultime, la seule chose qui lui appartiendrait en propre. Son corps deviendrait son dernier champ de bataille, et son secret, son arme la plus précieuse. Le masque de l'arrogance fut son choix, un bouclier pour protéger les ruines de son cœur et la flamme vacillante de sa volonté. Leur première rencontre fut orchestrée dans le grand salon du château de Valois, un lieu figé dans le temps où la poussière dansait dans les rayons de lumière comme les fantômes d'une gloire passée. Antoine était là, assis dans un fauteuil imposant, aussi immobile et parfait qu'une statue grecque. On lui avait décrit son silence comme une tragédie, mais Juliette n'y vit qu'une commodité. Un mari qui ne pouvait ni entendre ses mensonges, ni protester contre ses plans, était un avantage, pas un fardeau. Elle le salua d'un signe de tête distant, son regard balayant sa beauté sculpturale avec une indifférence étudiée. Pour elle, il n'était pas un homme, mais un portrait vivant, une pièce maîtresse dans sa stratégie de survie. Elle se sentit presque ivre de ce pouvoir illusoire, celui de pouvoir parler, comploter et vivre à côté de lui, comme s'il n'était qu'une ombre silencieuse. Les semaines qui suivirent devinrent une répétition de cette première scène. Juliette, enhardie par le silence immuable d'Antoine, se laissa aller à une cruauté désinvolte. Lors des dîners de fiançailles, elle répondait pour lui, le traitant avec une condescendance qui mettait mal à l'aise les invités, mais semblait le laisser de marbre.
Pendant les essayages de sa robe de mariée, elle discutait ouvertement de ses projets au téléphone avec sa confidente. Sa voix claire et nette détaillant ses futures infidélités à quelques mètres seulement de son fiancé silencieux. Chaque mot était un caillou jeté dans un puits qu'elle croyait sans fond. Chaque rire moqueur un test pour confirmer qu'il était bien l'idiot magnifique que sa famille lui avait vendu. Elle ne voyait pas que son mépris était une performance pour elle-même, une tentative désespérée de se convaincre qu'elle était la maîtresse du jeu, et non le pion sacrifié. Sa vulnérabilité, son point faible fatal, était précisément cette certitude. Elle avait construit toute sa stratégie de survie sur le postulat de son silence, le prenant pour une faiblesse alors qu'il était sa plus grande force. Ce soir-là, quelques semaines avant le mariage, elle se tenait près d'une haute fenêtre de sa suite au château, contemplant les jardins à la française, qui semblaient aussi ordonnés et rigides que sa propre vie. Une vague de solitude poignante la submergea, un sentiment si rare et si violent qu'il lui coupa le souffle. Elle se sentait piégée, mais encore animée d'une lueur d'espoir tenace, que son plan secret la sauverait. C'est alors que la porte de sa suite s'ouvrit doucement derrière elle, sans un bruit. Antoine se tenait sur le seuil, son regard d'un bleu intense fixé sur elle, une expression indéchiffrable sur son visage. Le prochain acte de leur tragédie était sur le point de commencer. La solitude qui l'avait saisie près de la fenêtre s'évapora, remplacée par une tension glaciale et palpable. Elle se retourna brusquement, le cœur battant contre ses côtes comme un oiseau en cage. Il était là, sur le seuil, une silhouette sombre découpée dans la lumière déclinante du couloir. Le silence dans la pièce devint soudainement lourd, dense, non plus une absence de son mais une présence écrasante. Ce n'était pas le silence vide d'un homme brisé, mais le calme souverain d'un roi observant son domaine. Ses yeux, d'un bleu polaire qu'elle n'avait jamais vraiment regardé, étaient fixés sur elle, et pour la première fois, elle sentit qu'il voyait au-delà de son tailleur impeccable et de son expression arrogante. Il lisait en elle dans les profondeurs de son âme, et ce qu'ils y trouvaient la terrifiait et la fascinait tout à la fois. Le masque qu'elle portait pour le monde entier semblait se craqueler sous ce regard silencieux. Il n'eut pas besoin de parler pour prendre possession de l'espace. D'un mouvement lent et délibéré, il entra dans la suite et referma la porte derrière lui. Le son du lourd battant de chaîne se refermant, sans un bruit de serrure, résonna comme une sentence, les isolant du reste du château, du reste du monde. Il n'était plus le prince décoratif, la pièce maîtresse d'une transaction commerciale. Il était une force, une présence qui absorbait l'air et la lumière. La carapace de froideur de Juliette se fissura une seconde, laissant place à une lueur d'incertitude, presque de peur. Chaque pas qu'il faisait vers elle était mesuré, silencieux, celui d'un prédateur se rapprochant d'une proie qui ne s'était jamais su chasser. Cet homme n'était pas un portrait inanimé, il était vivant, et sa vitalité silencieuse était bien plus intimidante que n'importe quel cri ou menace qu'elle aurait pu anticiper. Il s'arrêta si près d'elle que le parfum subtil de cèdre et de cuir de sa veste vint troubler l'odeur de ses propres fleurs. L'air entre eux semblait crépiter d'une énergie non dite, un mélange de défi et de curiosité. Son regard ne la quitta pas, mais son doigt se leva, lent et délibéré, pour désigner non pas elle, mais le contrat de mariage qui reposait sur une petite table en marqueterie près de la fenêtre. Le geste était d'une simplicité désarmante, mais chargé d'un poids immense. C'était un rappel de leur chaîne, du pacte qui les liait, mais aussi une question muette. Un rictus méprisant se dessina sur les lèvres de Juliette, une réaction instinctive pour masquer le trouble qui la submergeait. Elle tenta de le toiser, de retrouver cette assurance qui était sa signature, mais son regard à lui ne sciait pas, un miroir impassible qui renvoyait sa propre image, celle d'une femme piégée. Son mépris glissa sur lui comme l'eau sur le marbre. Il ne montra aucune réaction à sa provocation, son visage restant une toile vierge d'une beauté presque cruelle. Au lieu de cela, il se tourna vers la table, prit une feuille de papier vierge du carnet de l'hôtel et un lourd stylo à encre noire. Il les posa devant elle juste à côté du contrat. Il ne la força à rien, ne fit aucun geste menaçant. Il lui offrait simplement les outils de la communication, à elle qui avait tant parlé dans son dos, croyant à sa surdité. Le message était clair et brutal. « Si tu as quelque chose à dire, dis-le maintenant, face à moi. » C'était une mise à nu,
une invitation à abandonner le jeu des murmures et des secrets. Il la défiait de briser le silence, sachant pertinemment que les seuls mots qu'elle pourrait écrire seraient des mensonges ou des aveux qui la condamneraient. D'un geste sec et rageur, elle balaya le stylo de la table, qui roula sur le tapis épais avec un bruit mat. C'était un acte de pur défi, l'ultime sursaut de sa volonté face à un contrôle qu'elle ne comprenait pas. Et c'est dans cet instant de fureur que leurs premières impressions véritables se figèrent. Elle comprit alors que son silence n'était pas une infirmité, mais une arme d'une puissance terrifiante, un bouclier et une lame à la fois. Elle vit en lui, non pas une victime, mais un maître du jeu dont elle n'avait jamais soupçonné l'existence. Et lui, dans cet éclat de colère, vit pour la première fois au-delà de la cruelle héritière. Il vit la panique, le désespoir d'une bête sauvage prise au piège, se débattant avec la seule férocité qu'elle connaissait. Il vit une prisonnière, tout comme lui, et cette révélation inattendue ébranla les fondations de sa vengeance. Sans un mot, il se pencha avec une grâce fluide pour ramasser le stylo. Puis, au lieu de le reposer, il prit la main de Juliette. Le contact fut un choc, une chaleur inattendue et ferme qui remonta le long de son bras. Sa peau était chaude, sa poigne forte mais sans brutalité. Il plaça le lourd stylo dans sa paume, refermant délicatement ses propres doigts sur les siens, la forçant à tenir l'instrument de son mensonge ou de sa vérité. Son regard plongea dans le sien, et il n'y avait plus de froideur, mais une communication intense, une promesse de surveillance, un pacte de silence partagé et imposé. Puis il la relâcha et, sans un regard en arrière, quitta la pièce, la laissant seule, tremblante, le stylo froid dans sa main chaude, face au contrat qui scellait un destin bien plus complexe et dangereux qu'elle ne l'avait jamais imaginé. Les jours qui suivirent cette confrontation silencieuse dans sa suite furent empreints d'une tension nouvelle, une corde de violon tendue à se rompre. Juliette, le stylo et le contrat gravés dans sa mémoire, comprit que le champ de bataille avait changé. Le prince n'était pas une ombre, mais un adversaire redoutable dont l'arme était le silence même qui l'avait rendue si imprudente. Elle cessa de l'ignorer. Au contraire, elle fit de lui le centre de son attention, une attention cruelle et acérée. Lors d'une réception à l'ambassade, elle lui posa des questions complexes sur la politique internationale devant un cercle de diplomates, savourant le malaise qui s'installait tandis qu'il répondait par un simple et lent hochement de tête négatif. Elle décrivait ses couleurs préférées pour la décoration de leurs appartements, sa voix mielleuse et pleine de sous-entendus, le forçant à subir son monologue public. Elle ne cherchait plus à le contourner, mais à le percer, à le provoquer, jusqu'à ce qu'une fissure apparaisse dans sa forteresse de marbre. Antoine, de son côté, acceptait ses assauts avec une grâce impénétrable qui la rendait folle de rage. Il ne se dérobait pas, mais répondait à sa guerre de mots par une guerre de gestes. Lorsqu'elle se moquait de son incapacité à choisir un menu, il prenait délicatement sa main devant les traiteurs, guidant son doigt vers un choix sur le parchemin. Son contact une brûlure de défi qui la laissait sans voix. Pendant une visite des jardins du château, alors qu'elle discourait sur la futilité des traditions, il cueillit une rose d'un blanc pur et la lui tendit, son regard intense la défiant de la refuser devant les jardiniers. Chaque interaction devenait un duel muet, une danse dangereuse où le pouvoir changeait de main à chaque pas. Le monde extérieur ne voyait qu'un couple étrange, une fiancée dévouée et un prince passif, mais dans le silence qui les enveloppait, ils se livraient une bataille dont eux seuls connaissaient les règles et l'enjeu. Leur univers clos fut bientôt envahi par une force extérieure, une figure du passé d'Antoine qui incarnait tout le poids de son héritage. Madame Isabelle de Valois, sa grand-tante, matriarche de la famille et gardienne intransigeante de l'étiquette, arriva au château comme un vent d'hiver. C'était une femme dont la droiture semblait taillée dans le granit des remparts, son regard aussi perçant que celui de son neveu, mais dénué de toute chaleur. Elle observait Juliette avec une méfiance non dissimulée, voyant en elle non pas une future princesse, mais une usurpatrice dont l'argent criard menaçait de souiller des siècles de noblesse. Ses remarques étaient des piques subtiles, des critiques voilées sur l'éducation de Juliette, sur le choix de ses tenues, sur sa façon trop moderne de se tenir. Elle devint un pion de plus sur l'échiquier, un allié involontaire pour Juliette dans sa quête pour déstabiliser Antoine et un rappel constant pour lui de l'honneur qu'il était censé défendre. La présence de la vieille dame
les força à passer plus de temps ensemble, dans des salons où le crépitement du feu était le seul son toléré. Un soir, alors qu'ils étaient contraints de finaliser la liste des invités pour le dîner de fiançailles, sous l'œil vigilant d'Isabelle, Antoine communiquait par des notes écrites sur un épais papier vélin. Juliette, penchée malgré elle par-dessus son épaule, fut surprise par la force et la fluidité de son écriture, des lettres pleines et inclinées qui trahissaient une passion et une intelligence qu'elle refusait de lui accorder. Sur un nom qu'elle avait proposé, celui d'un rival en affaires de son père, il écrivit simplement « Un serpent dans le jardin ». Le message était clair, concis, et pour la première fois, elle sentit qu'ils étaient d'accord sur quelque chose. Un trouble inattendu la saisit, la sensation fugace qu'au-delà de leur guerre, une autre forme de communication, plus profonde et plus dangereuse, était en train de naître entre eux. Ce fut lors d'une promenade solitaire dans le parc, une après-midi pluvieuse, qu'une première fissure apparut non pas en lui mais en elle. Caché derrière les rideaux de la bibliothèque, Antoine l'observa. Juliette, croyant être seule, s'était arrêtée près d'une volière ancienne où étaient enfermés des oiseaux exotiques. Un petit oiseau tombé du nid gisait tremblant sur le sol humide. Le masque de froideur de Juliette tomba. Avec une infinie précaution, elle ouvrit la porte de la cage, se pencha et avec un mouchoir de soie, elle recueillit l'oisillon pour le remettre délicatement à l'abri. Le geste était rapide, presque secret, et dès qu'il fut accompli, son visage reprit son expression dure et distante. Mais Antoine l'avait vu. Il avait vu cette étincelle de compassion pure, un acte de tendresse qui n'était destiné à aucun public. C'était une note dissonante dans la symphonie de cruauté qu'elle jouait, et elle sema en lui le premier doute véritable sur la nature de sa vengeance. Ainsi, un mois s'écoula depuis la nuit où il avait refermé la porte de sa suite. Leur relation était devenue un mélange instable de haine déclarée, de défis silencieux et d'une fascination mutuelle et réticente qu'aucun des deux n'osait admettre. Madame Isabelle de Valois maintenait une pression constante, son jugement glacial pesant sur chaque repas et chaque conversation. Le monde qu'Antoine avait si soigneusement contrôlé par son silence était maintenant perturbé par la présence imprévisible de Juliette. La prochaine épreuve, le grand dîner de fiançailles, était fixé au lendemain soir. Ce devait être le triomphe du père de Juliette, une démonstration publique de son pouvoir sur l'ancienne noblesse. Pour Antoine et Juliette, cependant, ce serait bien plus qu'un dîner. Ce serait l'arène où leur guerre secrète risquait d'éclater au grand jour, une scène préparée pour une humiliation dont personne ne pouvait encore prédire qui en serait la véritable victime. Le mois qui s'était écoulé depuis leur confrontation silencieuse avait transformé le château en une poudrière d'élégance et de non-dits. Ce soir-là, pour le grand dîner de fiançailles, la salle de bal scintillait sous le poids des lustres en cristal, chaque facette de verre reflétant les sourires tendus de l'aristocratie et de la nouvelle bourgeoisie réunie. Assise à la droite d'Antoine, Juliette était une statue de glace dans une robe de soie émeraude, son port de reine dissimulant la fureur qui couvait en elle. Antoine, dans son rôle immuable de prince silencieux, observait le ballet des faux semblants, conscient de chaque regard, de chaque murmure étouffé. L'air était épais, saturé du parfum des roses blanches et d'une tension si palpable qu'on aurait pu la trancher au couteau. Ils étaient le centre de cet univers, deux soleils froids autour desquels gravitaient des planètes de convoitise et de jugement. Leur proximité forcée, une source de chaleur dangereuse que seuls eux pouvaient sentir. Le moment fatidique arriva lorsque le père de Juliette, un homme dont la corpulence et la voix semblaient trop vastes pour la délicatesse des lieux, se leva pour porter un toast. Un silence respectueux s'installa, rompu seulement par le cliquetis nerveux d'une fourchette contre une assiette en porcelaine. Monsieur de la Roche, son visage rougeaud rayonnant d'un triomphe mal contenu, leva sa coupe de champagne, les diamants de ses boutons de manchette jetant des éclats de lumière agressive. Juliette se figea, son dos se raidissant imperceptiblement sous la soie. Elle connaissait cette lueur dans les yeux de son père, cette arrogance de conquérant qui ne laissait jamais présager rien de bon. Antoine, lui, sentit une alarme silencieuse retentir en lui. Il avait étudié cet homme, anticipé sa grossièreté, mais il sentait que ce soir une ligne serait franchie. Une blessure serait infligée non pas à lui, mais à travers lui, visant directement le cœur de la femme qu'il avait juré de détruire. « À nos enfants !» commença le père de Juliette,
sa voix résonnant contre les tapisseries anciennes. J'ai cette union magnifique qui allie la grandeur d'un nom ancestral à la vitalité de notre sang neuf. Des sourires polis se figèrent sur les lèvres des invités. Il marqua une pause, savourant son effet, avant de porter le coup de grâce. Mais surtout, portons un toast à ce qui scellera véritablement cette alliance, un héritier, un petit-fils en bonne santé, qui portera le nom des Valois, avec la force des de la Roche. Les mots tombèrent dans la salle comme des pierres dans un lac de silence. C'était une humiliation publique, brutale et sans phare. Il venait de réduire sa propre fille à un ventre, un simple réceptacle destiné à perpétuer une lignée, et Antoine à un étalon de prix. Des rires gênés et quelques applaudissements clairsemés tentèrent de masquer l'onde de choc, mais le mal était fait. Juliette était exposée, sa valeur publiquement résumée à sa fonction biologique. Le regard de Juliette, lorsqu'il croisa celui de son père, était aussi tranchant qu'un éclat de verre. Son visage était un masque de marbre blanc, mais Antoine, assis si près d'elle, vit le minuscule tressaillement de sa mâchoire, la pâleur soudaine de ses lèvres. Elle ne sia pas. Avec une lenteur calculée, elle leva sa propre coupe, le cristal ne tremblant même pas dans sa main, et la porta à ses lèvres dans un geste de défi silencieux. Ce fut à cet instant précis qu'Antoine sentit les fondations de sa vengeance trembler. Il aurait dû savourer cette humiliation, y voir une juste punition pour sa cruauté. Mais en voyant sa dignité farouche face à l'attaque la plus vile, il ne ressentit qu'un dégoût profond, non pas pour elle, mais pour le jeu auquel ils étaient tous contraints de jouer. Il resta immobile, son silence devenant pour la première fois non pas une arme, mais une marque de lâcheté. Il aurait pu la défendre, mais il la laissa seule face au loup. Quelques minutes plus tard, qui parurent une éternité, elle se pencha légèrement vers lui. « Veuillez m'excuser » murmura-t-elle, sa voix un souffle glacial qui n'était destiné qu'à lui. L'air de cette pièce est soudainement devenu irrespirable. Puis elle se leva. Sa sortie fut un chef-d'œuvre de maîtrise de soi. Elle se déplaça avec la grâce d'une danseuse, sa robe émeraude froufroutant sur le parquet ciré, traversant la longue salle à manger sous le regard de tous. Elle ne fuyait pas. Elle se retirait du champ de bataille avec les honneurs. Chaque pas était une affirmation de sa supériorité sur la vulgarité de la scène. Les immenses portes en chêne se refermèrent derrière elle dans un bruit sourd et feutré, la coupant de ce monde de prédateurs. La fête reprit son cours, les conversations reprirent un ton faussement enjoué, mais un frisson avait parcouru l'assemblée, et le trône à côté d'Antoine était désormais glacialement vide. Le bruit des portes se refermant résonna dans l'esprit d'Antoine, bien plus fort que n'importe quel mot qu'il aurait pu prononcer. La satisfaction qu'il s'attendait à ressentir en la voyant humiliée s'était muée en un sentiment âcre de culpabilité. Il avait été le témoin silencieux de son exécution sociale, et son inaction le rendait complice. L'image de son visage, pâle mais indompté, se superposa à celle de la jeune femme, sauvant l'oisillon dans la volière. C'était la même personne, une âme fière et secrètement tendre, piégée dans une cage dorée dont son propre père tenait la clé. Une impulsion violente et irrationnelle le saisit, le besoin de la suivre, de s'assurer qu'elle n'était pas brisée, de briser lui-même le silence qui l'avait empêché d'agir. Il savait où elle était allée. Elle avait fui la lumière crue du château pour l'obscurité miséricordieuse des jardins, cherchant refuge dans le silence de la nuit, un territoire qu'il connaissait bien mieux qu'elle. Sans un regard pour les visages stupéfaits des convives, ni pour son père qui tentait de sauver les apparences avec un sourire forcé, Antoine se leva à son tour. Il quitta la salle à manger avec une détermination silencieuse qui glaça l'atmosphère plus sûrement encore que le départ de Juliette. Dehors, la nuit était froide et humide, le vent d'automne faisant frissonner les feuilles des chênes centenaires. Il la chercha dans les allées sombres du jardin à la française, son cœur battant un rythme étranger, un mélange de panique et d'un protecteur instinct qu'il ne se connaissait pas. Il l'appela, mais aucun son ne sortit de sa gorge habituée au silence. Il ne trouva qu'une seule trace d'elle. Près de la fontaine des nymphes, un gant de soirée en soie émeraude gisait sur la pierre moussue, abandonné comme une promesse brisée. Le tissu était encore tiède de sa peau, et en le ramassant, il sentit le poids écrasant de tous les mots qu'il n'avait pas prononcés pour la défendre. Juliette n'avait pas cherché refuge dans les jardins. Elle avait fui.
La dignité de sa sortie n'était qu'une façade, qui s'était effondrée dès que les lourdes portes se furent refermées derrière elle. Poussée par une impulsion de survie pure, elle avait couru à travers le parc, la soie de sa robe se déchirant aux branches basses, ses talons s'enfonçant dans la terre meuble. L'humiliation brûlait dans ses veines, plus douloureuse que le froid qui mordait sa peau nue. Elle ne pensait à rien d'autre qu'à mettre de la distance entre elle et cette cage dorée, entre elle et le regard de cet homme silencieux dont elle ne pouvait plus déchiffrer l'expression. Elle atteignit la petite route de service qui serpentait derrière le domaine et marcha des kilomètres dans l'obscurité jusqu'à ce que les phares d'un camion de livraison tardif perçant la nuit. Sans hésiter, elle fit signe, échangeant sa bague de fiançailles, ce symbole de sa servitude, contre un trajet vers la gare la plus proche, un aller simple vers l'anonymat. Les jours qui suivirent sa disparition transformèrent le château en un mausolée vibrant de tension. Le père de Juliette, furieux et humilié, menaçait de déchaîner une armée d'avocats et de détectives privés. Mais Antoine, contre toute attente, prit les choses en main. Il interdit toute recherche publique, prétextant la nécessité d'éviter un scandale qui nuirait aux deux familles. En secret, il utilisa ses propres ressources, non pas pour la forcer à revenir, mais pour s'assurer de sa sécurité. Les nuits, il les passait seul dans son bureau, à réécouter les enregistrements qu'il avait si méticuleusement collectés. Mais la voix qu'il entendait n'était plus celle d'une conspiratrice cruelle. Il entendait désormais les nuances de désespoir, la bravade d'une femme piégée, tentant de se convaincre de son propre pouvoir. Sa vengeance, autrefois si claire et si juste à ses yeux, lui paraissait maintenant vaine et monstrueuse. Pendant ce temps, à des centaines de kilomètres de là, dans la brume matinale d'une petite ville portuaire de Normandie, une nouvelle Juliette voyait le jour. Elle avait vendu une boucle d'oreille en émeraude, dernier vestige de sa vie passée, pour louer une chambre modeste au-dessus d'une boulangerie. L'odeur réconfortante du pain chaud qui montait chaque matin était un baume sur son âme meurtrie. Elle avait coupé ses longs cheveux en un carré court et pratique, troqué ses robes de créateur contre des jeans et des pulls en laine simple. Elle avait trouvé un travail dans une petite librairie, où le silence était une paix et non une arme, passant ses journées à ranger des mondes imaginaires sur des étagères poussiéreuses. Pour la première fois de sa vie, personne ne savait qui elle était. Personne n'attendait rien d'elle. Elle était libre, mais cette liberté avait un goût de solitude et chaque soir, le souvenir du regard bleu polaire d'Antoine revenait la hanter. Au château, les semaines s'étiraient, lourdes d'incertitudes. La colère du père de Juliette s'était transformée en une froide stratégie pour la déclarer incapable et prendre le contrôle total de sa fortune. Antoine, voyant le piège se refermer sur elle-même en son absence, sentit une urgence nouvelle. Il abandonna les méthodes conventionnelles de recherche et se plongea dans les détails infimes de leur temps passé ensemble, ces moments où elle avait parlé librement, le croyant sourd à ses confidences. Il se souvint d'une conversation téléphonique où elle avait évoqué avec une nostalgie inattendue les vacances de son enfance à Honfleur, le seul endroit où sa mère, décédée depuis longtemps, avait été vraiment heureuse. Il se rappela comment elle s'était attardée devant un petit tableau du port de la ville, dans une des galeries du château. Ce n'était pas une piste, c'était un murmure, un écho de son âme qu'elle avait laissé échapper par inadvertance. 1 mois exactement s'était écoulé depuis la nuit du dîner. Juliette avait trouvé un semblant de paix dans sa routine à Honfleur, son travail à la librairie lui offrant un anonymat protecteur. Elle commençait à croire qu'elle avait réussi à disparaître. À Valois, Antoine tenait enfin sa première piste tangible. L'un de ses contacts venait de lui signaler une transaction inhabituelle. La vente d'une boucle d'oreille en émeraude, d'une valeur exceptionnelle, identique à celle que Juliette portait ce soir-là, chez un antiquaire d'une ville voisine de Honfleur. La coïncidence était trop grande pour être ignorée. C'était le signe qu'il attendait, la confirmation que son intuition était juste. Il ordonna qu'on prépare sa voiture. Il n'irait pas en prince pour réclamer sa fiancée, mais en homme seul, pour retrouver une femme dont il commençait à peine à comprendre la véritable nature. Le silence de la route serait le prélude aux mots qu'il se préparait enfin à prononcer. Si le voyage de ces deux âmes tourmentées vous émeut, si vous attendez avec impatience le moment de leur confrontation, alors partagez dans les commentaires la scène qui vous a le plus touché jusqu'à présent. Votre soutien nous inspire à créer des histoires toujours plus intenses. Et n'oubliez pas de regarder la vidéo suivante,
pour découvrir si Antoine trouvera Juliette et s'il aura le courage de briser le silence qui les sépare. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt. La voiture d'Antoine filait à travers la campagne normande, un prédateur silencieux dévorant l'asphalte gris sous un ciel de plomb. Le mois écoulé n'avait pas apaisé la tempête en lui, il l'avait seulement changé de nature. La soif de vengeance s'était muée en une urgence protectrice, un besoin irrationnel de la retrouver avant que le monde qu'il avait lui-même contribué à créer ne la broie définitivement. Dans sa main fermée, la boucle d'oreille en émeraude était un talisman froid, le dernier vestige de la femme qu'il pensait connaître et le premier indice de celle qu'il découvrait. Chaque kilomètre qui le séparait de Valois était une libération, un pas de plus hors de la forteresse de silence et de calcul qu'il s'était bâti. Il ne conduisait pas vers une fiancée en fuite pour la ramener à l'hôtel, mais vers une énigme dont la résolution était devenue la clé de sa propre rédemption. La route défilait, emportant avec elle les fantômes de son plan méticuleux et cruel. Honfleur l'accueillit, avec une étreinte d'air salin et le cri mélancolique des mouettes. Le contraste avec la grandeur silencieuse et oppressante de Valois était saisissant. Ici, la vie était palpable, bruyante, authentique. Les façades à colombages se penchaient les unes vers les autres comme de vieilles amies partageant un secret, et l'odeur du bois mouillé et du poisson frais remplaçait celle de la cire d'abeilles et des lys coupés. Il gara sa voiture loin du port, préférant s'immerger à pied dans cet univers qui était devenu son refuge. Chaque pas sur les pavés humides était une intrusion dans son sanctuaire. Il n'était pas un prince ici, mais un homme, un étranger cherchant une femme qui avait tout fait pour disparaître. Il sentait les regards curieux des habitants sur sa silhouette trop élégante pour ce décor, et pour la première fois, il se sentit vulnérable, dépouillé de son nom et de son silence protecteur, simple chasseur sur les traces d'une proie qu'il ne désirait plus capturer. Il la trouva là où l'antiquaire lui avait indiqué, dans une petite librairie nichée au fond d'une ruelle pavée. Le nom, l'encre des mots, était une ironie poignante. Il resta un long moment de l'autre côté de la rue, à l'observer à travers la vitrine embuée. Elle n'était plus la reine de glace dans sa tour d'ivoire. Vêtue d'un simple pull en laine et d'un jean, ses cheveux coupés courts encadrant un visage dépourvu de maquillage, elle semblait à la fois plus jeune et infiniment plus réelle. Elle rangeait des livres avec une concentration paisible, le fantôme d'un sourire sur ses lèvres, alors qu'elle échangeait quelques mots avec une cliente âgée. Il la vit rire, un rire discret et sincère, un son qu'il n'avait jamais entendu. C'était elle, mais ce n'était pas elle. C'était la femme qu'il avait entreaperçue dans le geste tendre envers l'oiseau blessé, une âme qui avait trouvé dans l'anonymat une paix qu'aucun titre ni aucune fortune n'aurait jamais pu lui acheter. Le tintement de la clochette au-dessus de la porte fut un son assourdissant dans le silence feutré de la librairie. L'odeur de papier vieilli et d'encre l'enveloppa. Juliette se retourna, un sourire professionnel figé sur ses lèvres, prêt à accueillir un nouveau client. Le sourire mourut instantanément lorsqu'elle le vit. La couleur quitta son visage, remplacé par un masque de stupeur, puis de peur panique, qui se durcit aussitôt en une froideur familière. Son corps se raidit, sa main se crispant sur un volume relié de cuir comme sur une arme. Elle était redevenue la bête sauvage acculée, son sanctuaire violé par le chasseur même auquel elle avait échappé. Leurs regards se croisèrent par-dessus les piles de livres, un abîme d'un mois de silence et de non-dits s'ouvrant entre eux. La vieille cliente, sentant la tension électrique, se hâta de partir, les laissant seuls dans cet univers de mots où aucune parole ne semblait pourtant possible. Antoine s'avança lentement, ses pas étouffés par le plancher qui craquait doucement. Il ne chercha pas à combler la distance immédiatement, s'arrêtant devant le comptoir en bois usé qui les séparait. Il voyait la méfiance dans ses yeux, la façon dont elle se préparait à la confrontation, à la fuite, à la bataille. Il savait que les mots, pour l'instant, seraient inutiles, des armes émoussées contre son armure reconstruite. Alors, il fit un geste. Lentement, il plongea la main dans la poche de son manteau et en sortit la boucle d'oreille en émeraude. Il la posa délicatement sur le comptoir entre eux. La pierre précieuse jeta un éclat de lumière verte et froide dans la pénombre de la boutique, un fragment de leur ancienne vie posé au cœur de sa nouvelle existence. Ce n'était pas une accusation, ni une réclamation. C'était un aveu silencieux. « Je sais. Je comprends le prix de ta liberté.
Le geste la déstabilisa, plus que ne l'aurait fait n'importe quel discours. Le masque de Juliette se fissura. Ses yeux se baissèrent vers l'émeraude, puis remontèrent vers le visage d'Antoine, une confusion douloureuse remplaçant la colère. Une larme unique et silencieuse perla au coin de son œil et traça un sillon sur sa joue avant qu'elle ne la balaie d'un geste rageur. C'est à cet instant précis qu'il choisit de parler, sa voix, pour la première fois en sa présence, n'étant pas une arme de destruction mais une ancre de sauvetage. « Votre père, dit-il, son timbre plus grave et plus rauque qu'il ne se le rappelait, a entamé une procédure pour vous faire déclarer mentalement inapte. Il veut prendre le contrôle de tout ce qui vous appartient. » Il posa à côté de la boucle d'oreille une fine liasse de documents. « Je ne suis pas venu pour vous ramener, Juliette. Je suis venu pour vous donner les moyens de vous battre. » Elle resta figée, son souffle court, prise entre la relique de sa prison dorée et la preuve d'une trahison bien plus profonde, offerte par l'homme qu'elle croyait être son pire ennemi. Le silence qui s'abattit sur la librairie après ces paroles fut plus profond, plus lourd que toutes les années de mutisme d'Antoine. Juliette resta pétrifiée, son regard oscillant entre l'éclat froid de l'émeraude, le poids tangible des documents sur le bois usé et le visage de l'homme qu'elle avait cru être son bourreau. Chaque objet sur ce comptoir était une pièce d'un puzzle qu'elle n'avait jamais su exister. La boucle d'oreille représentait sa fuite désespérée, le prix de sa liberté fragile. Les papiers, eux, étaient la preuve d'une trahison bien plus ancienne et viscérale, celle de son propre sang. Et lui, au milieu de tout cela, n'était plus le prince silencieux, la statue de marbre, mais une force imprévisible qui venait de faire voler en éclats toutes ses certitudes. Elle sentit le sol se dérober sous ses pieds, non pas par peur, mais par la vertigineuse réalisation qu'elle s'était battue contre le mauvais ennemi depuis le tout début. « J'avais tout prévu pour vous détruire », reprit Antoine, sa voix toujours aussi grave, chargée du poids des années de silence et des secrets qu'elle avait portés. Chaque mot cruel, chaque rire méprisant, je les ai enregistrés. Le jour de notre mariage, j'allais tout diffuser. Ma première parole en 15 ans devait être votre condamnation. Il fit une pause, son regard plongeant dans le sien avec une honnêteté brutale qui la laissa sans défense. Mais ma vengeance était un miroir. Plus je vous observais, plus je voyais ma propre cage. J'ai vu votre gentillesse envers cet oiseau, votre dignité face à l'humiliation de votre père. J'ai compris que votre cruauté n'était qu'une armure, aussi lourde et contraignante que mon silence. Je ne suis pas venu en sauveur, Juliette. Je suis venu en complice pour admettre que j'avais tout aussi tort que vous. Sa confession était totale, une mise à nu qui lui offrait bien plus que des documents. Il lui offrait sa propre vulnérabilité. Le premier réflexe de Juliette fut le rejet. Une colère sourde monta en elle, une dernière tentative de son orgueil pour la protéger. « Et je suis censée vous croire ?» siffla-t-elle, sa voix une lame de verre. « Après des mois de ce jeu sadique, c'est une autre manipulation, une autre façon de me contrôler. » Elle recula d'un pas, cherchant à recréer une distance de sécurité entre eux. Mais Antoine ne bougea pas, acceptant son accusation sans se défendre. Il sortit alors de sa poche le gant de soirée en soie émeraude qu'elle avait abandonné près de la fontaine. Il le déplia délicatement, le tissu froissé gardant la forme de sa main en fuite. « Je l'ai gardé pendant 1 mois, dit-il simplement. Ce n'était plus la preuve d'une fiancée en fuite, mais le souvenir d'une femme brisée que j'avais laissée tomber. Ma vengeance est morte cette nuit-là, seul le regret est resté. » Le gant posé à côté de la boucle d'oreille fut l'argument final, un symbole intime et irréfutable de sa sincérité. Les larmes qu'elle avait si farouchement contenues montèrent et débordèrent, des larmes, non pas de tristesse, mais de libération. Son armure, si patiemment forgée, se brisa en 1000 morceaux, la laissant exposée et tremblante. C'est alors qu'Antoine contourna le comptoir, brisant la dernière barrière physique qui les séparait. Il ne la toucha pas tout de suite, se contentant de se tenir devant elle, une présence solide dans le chaos de ses émotions. Puis, lentement, il leva la main et effleura sa joue, son pouce essuyant une larme avec une tendresse infinie. Le contact fut un choc, une chaleur qui se propagea dans tout son être, une ancre dans la tempête. Elle leva les yeux vers lui, et dans son regard bleu, il n'y avait plus de glace, mais un océan de regrets partagés. Il se pencha, et ses lèvres rencontrèrent les siennes, un baiser qui n'avait rien de la fureur ou de la passion,
mais tout de la reconnaissance, un sceau sur une trêve, la promesse d'un armistice enfin signé entre deux âmes guerrières. Lorsqu'ils se séparèrent, l'air entre eux avait changé. La tension s'était dissipée, remplacée par une détermination tranquille. Ils n'étaient plus des adversaires, mais des alliés, unis par les mêmes chaînes et le même désir de s'en libérer. Le regard de Juliette se posa sur les documents qui gisaient sur le comptoir, non plus comme une sentence, mais comme l'arme de leur libération. « Que faisons-nous maintenant » demanda-t-elle, sa voix plus ferme, retrouvant déjà la force qui la caractérisait. Antoine prit sa main, leurs doigts s'entrelaçant naturellement. « Nous retournons à Valois, répondit-il, sa voix ne laissant place à aucun doute. Mais pas comme avant, nous y retournons ensemble. Nous allons affronter votre père, non pas avec des scandales et des murmures, mais avec la vérité. Ce contrat qu'il vous a forcé à signer, nous allons en écrire un nouveau, selon nos propres termes. Nous allons reprendre ce qu'ils nous ont volé, nos vies et nos voix. » Une semaine s'écoula, une parenthèse suspendue dans le temps, passée dans l'anonymat protecteur de Honfleur. Une semaine pour guérir, pour parler, pour combler les abîmes de silence et de malentendus. Puis ils prirent la route, la même voiture silencieuse qui l'avait amenée à elle, les ramenant tous les deux vers leur passé. Mais tout était différent. Juliette était assise à ses côtés, non pas comme une prisonnière, mais comme une partenaire. Dans sa main, elle tenait la boucle d'oreille en émeraude, qu'il lui avait rendue non comme un bijou, mais comme un symbole de sa force retrouvée. Le château de Valois se dessina à l'horizon, non plus une cage dorée, mais un champ de bataille qu'ils étaient prêts à conquérir. Leur dernière épreuve les attendait derrière ces murs de pierre. Une confrontation finale qui scellerait leur destin et prouverait au monde que le plus grand des pouvoirs n'était ni dans un titre, ni dans une fortune, mais dans la liberté de choisir qui aimer. 6 mois s'étaient écoulés depuis leur retour de Honfleur, 6 mois qui avaient redessiné les frontières de leur monde. Ils n'étaient pas revenus à Valois en prisonniers repentants, mais en souverains de leur propre destin. La confrontation finale n'avait pas eu lieu dans un fracas de cris et d'accusations, mais dans le silence glacial de la grande bibliothèque, là où le premier contrat avait été signé. Face à un père de la Roche décontenancé et une madame Isabelle de Valois stupéfaite, Antoine avait parlé. Sa voix, calme et d'une fermeté d'acier, n'avait pas servi à accuser, mais à dicter les termes d'un nouvel accord. Ce n'était plus un contrat de mariage, mais un pacte de libération, un document qui restituait à Juliette le contrôle de sa fortune et de sa vie, tout en liant leurs 2 familles, non par obligation, mais par un respect mutuel et une force nouvelle. L'encre qui avait séché sur ce papier n'était pas celle de la servitude, mais celle de leur victoire commune, scellée sous le regard d'ancêtres qui semblait enfin apaisé. Leur véritable mariage eut lieu au cœur de l'automne, non pas dans la nef imposante et froide de la chapelle, mais dans la roseraie du château, là où Antoine avait jadis cueilli une fleur blanche pour elle. Il n'y avait pas de foule, pas de spectacle pour l'élite parisienne, seulement une poignée de témoins intimes. Juliette portait une robe simple de la couleur de la crème, et sur ses cheveux courts, le même voile de dentelle qui avait un jour dissimulé ses secrets. Mais cette fois, il n'y avait rien à cacher. Lorsqu'Antoine le souleva, ce fut avec une tendresse infinie pour rencontrer un regard rempli d'une confiance absolue. Et quand il prononça ses vœux, sa voix, qui avait été son arme la plus secrète, devint la plus belle des promesses. Chaque mot était un baume sur les blessures du passé, une déclaration d'amour qui résonnait dans l'air frais, plus puissante que n'importe quel orgue, consacrant une union née non pas du sang et du titre, mais des cendres d'une guerre qu'ils avaient regagnée ensemble. La vie au château de Valois se transforma. Les lourdes portes de chêne, qui avaient autrefois symbolisé leur enfermement, restaient désormais ouvertes, laissant entrer la lumière et le son du monde extérieur. Le silence n'était plus une arme ou une prison, mais une quiétude partagée, un espace de confort où ils pouvaient exister sans masque. On les voyait souvent marcher dans les allées du parc, leurs mains enlacées, s'arrêtant près de la vieille volière, non plus pour y voir des oiseaux en cage, mais pour observer les nids que les oiseaux libres construisaient dans les arbres centenaires. Les soirées se passaient dans la bibliothèque, non pas à signer des contrats, mais à lire côte à côte près du feu, le crépitement des flammes se mêlant à leurs murmures. Le château n'était plus un mausolée de gloire passée, mais une maison vivante, un foyer dont chaque pierre semblait se réjouir de leur bonheur,
et de la paix qu'ils y avaient enfin trouvée. Chacun avait trouvé sa juste place. Juliette, avec son esprit vif et son sens inné des affaires, s'associa à Antoine pour gérer le domaine de Valois. Elle n'était plus l'héritière arrogante, mais une visionnaire qui insufflait une vie nouvelle aux terres endormies, créant des entreprises durables qui honorèrent le passé tout en assurant l'avenir. Antoine, de son côté, n'était plus le prince silencieux. Sa voix, qu'il utilisait avec parcimonie et sagesse, était devenue un instrument de leadership et de protection pour les gens qui dépendèrent de lui. Un soir, dans un geste final de pardon et de libération, ils brûlèrent ensemble les enregistrements qu'il avait faits. En regardant les rubans magnétiques se tordre et fondre dans la cheminée, ils ne détruisaient pas seulement les preuves d'une trahison, mais ils laissèrent le passé se consumer pour ne garder que la chaleur de leur présent, un présent qu'ils avaient abattu sur la vérité et la confiance mutuelle. Un soir d'hiver, ils se retrouvèrent près de la haute fenêtre de l'ancienne suite de Juliette, celle où ils l'avaient confrontée pour la première fois. La neige tombait en silence sur le parc, recouvrant le monde d'un manteau de pureté. Il se tenait derrière elle, ses bras l'enveloppant, son menton posé sur son épaule. Elle posa sa main sur la sienne, sentant la chaleur de sa peau contre la sienne. Aucun mot n'était nécessaire. Le reflet dans la vitre ne leur renvoyait plus l'image de deux adversaires pris au piège, mais celle d'une seule entité, un couple uni par une compréhension si profonde qu'elle transcendait le langage. Il se pencha pour embrasser son cou, et elle tourna la tête pour rencontrer ses lèvres. C'était un baiser doux, familier, empreint de la certitude tranquille de ceux qui ont traversé l'enfer et ont trouvé le paradis, non pas dans un lieu, mais dans la présence de l'autre, dans la certitude d'être enfin et complètement chez soi. Le printemps suivant, une nouvelle vie s'éveilla à Valois, non seulement dans les jardins qui éclatèrent de couleurs, mais dans les murs mêmes du château. Juliette se tenait au balcon de leur chambre, Antoine à ses côtés, sa main posée délicatement sur le ventre arrondi de sa femme. Ils regardèrent le soleil se lever sur leur terre, une promesse dorée à l'horizon. L'héritier qui viendrait ne serait pas le produit d'un contrat ou d'une tromperie, mais le fruit d'un amour forgé dans le feu du silence et de la vérité. C'était la consécration ultime de leur voyage, la preuve que les plus belles histoires ne sont pas celles qui commencent par un conte de fées, mais celles qui se construisent sur les ruines de mensonges pour faire fleurir un amour invincible. Car dans le silence de son monde, le nom de Juliette n'avait pas été une condamnation, mais la première syllabe d'une vie enfin commencée.